Ariane Billéran est titulaire d'un doctorat en psychologie et auteure de nombreux ouvrages spécialisés. Elle a beaucoup voyagé. Dans son livre « L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial », elle conclut que des réseaux pédophiles internationaux très bien organisés ont très certainement participé à la préparation des normes de l'OMS et de la Déclaration des droits sexuels de l'IPPF. Elle dit que la pédophilie consiste précisément à sexualiser l'enfant et qu'il est clair que, à travers ces programmes, cela est fait systématiquement. Dans son livre, Ariane Billéran analyse et commente minutieusement les différents passages dans le texte des normes internationales de l'OMS, concluant que cela devrait à l'avenir ouvrir la voie à l'abolition de la protection juridique des mineurs et des enfants. Elle note également que ce contenu n'a rien à voir avec l'argument avancé qui prétend que la protection des enfants passe par des explications sur la sexualité et elle ajoute « Il est seulement question d'utiliser la prévention comme un prétexte pervers pour imposer des idéologies et des comportements pédophiles. » À la demande du journal Schutz Initiative Actuelle, en français Initiative pour la protection actuelle, Ariane Billéran critique également les normes de l'OMS pour lesquelles ni des experts médicaux reconnus, par exemple les pédopsychiatres et des thérapeutes, ni des experts juridiques reconnus n'ont été consultés à l'avance. Il n'y a pas eu de discussion contradictoire, c'est-à-dire de controverse entre spécialistes et la population a également été exclue. C'est une procédure totalitaire selon elle. Ariane Billéran dit que la mise en œuvre de ces normes de l'OMS est une action internationale concertée et elle incite expressément à comprendre la dimension totalitaire de ces événements. Sinon, on risque de ne pas pouvoir réagir de façon appropriée. Donc, dès les 2 premières années de vie, beaucoup de petits bambins découvrent les plaisirs de la stimulation génitale sous la forme de poussées, de frottements de la zone génitale contre un objet, contre une peluche, un oreiller, une poupée. Parmi les signes observables et mesurables de l'excitation sexuelle en bas âge, on retrouve des mouvements rythmés, donc qui s'apparentent à des pratiques masturbatoires qu'on retrouve plus tard dans le développement, comme des poussées du bassin, de la lubrification vaginale chez les tout petites filles, des érections chez les petits garçons. Certains auteurs connus en sexologie ont même documenté des histoires de cas où de très jeunes enfants auraient vécu vraisemblablement ce qui ressemble à un orgasme, comme on en retrouve par ailleurs dans la réponse sexuelle chez les adultes. Il va de soi qu'ils n'ont pas le vocabulaire suffisamment élaboré pour confirmer leur état par rapport à savoir s'ils ont eu vraiment un orgasme à cet âge-là. Donc, ici, dans l'ouvrage de référence, donc un des ouvrages de référence du cours dans Nos sexualités, la 3e édition qui a été publiée en 2017, on retrouve 2 exemples donc, de situations là, par rapport à des situations de comportement sexuel chez une petite fille et chez un petit garçon.
Donc ici, si je le lis avec vous pour l'exemple féminin, donc couchée sur le ventre, genoux repliés, elle se mit à effectuer des poussées pelviennes rythmiques environ toutes les secondes. C'était avant tout des poussées du bassin et les jambes étaient tendues en position fixe. Les poussées vers l'avant s'effectuaient à un rythme soutenu et régulier que la petite n'interrompait que le temps de replacer ses organes génitaux sur la poupée contre laquelle elle se pressait, et la reprise après chaque poussée était spasmodique et saccadée. Il y eut 44 poussées à un rythme soutenu, une brève pause, 87 poussées suivies d'un léger temps d'arrêt, puis un moment de concentration et de respiration intense, accompagné de spasmes soudains, signalant l'approche de l'orgasme. Elle était complètement absorbée durant cette dernière phase de l'activité. Elle avait le regard vague, fixe et vide. Le soulagement et la relaxation qui suivirent l'orgasme étaient évidents. Donc, c'est un exemple là, de Kinsey et ses collaborateurs. Donc, Kinsey qui était un des chercheurs là, influents à l'époque en matière de sexualité humaine. Si on prend part là, à l'exemple masculin, donc mis à part l'absence d'éjaculation, l'orgasme du nourrisson ou de tout autre jeune garçon ressemble à s'y méprendre à l'orgasme chez l'adulte. Le comportement est constitué d'une série de changements physiologiques qui prennent place graduellement avec l'adoption de mouvements corporels rythmés, accompagnés de pulsations péniennes et de poussées du bassin, d'une altération évidente des capacités sensorielles, d'une tension finale particulière des muscles de l'abdomen, des hanches et du dos, suivi d'un soudain relâchement accompagné de spasmes incluant des contractions anales régulières et se terminant avec la disparition de tous les symptômes. Donc, un bébé agité se calme dès la première stimulation sexuelle, perd tout intérêt pour les autres activités, entreprend des poussées pelviennes rythmiques, se tend à l'approche de l'orgasme, est pris de convulsions, est souvent agité, de violents mouvements des bras et des jambes et pleure parfois au moment de l'orgasme. Et voyez-vous, ces observations-là auprès de très très jeunes enfants étaient déjà observées dès les années 1948 et 1954. En somme, il y a beaucoup de jeunes enfants qui se donneraient naturellement à des activités d'autostimulation sexuelle de ce genre qui semblent leur procurer un état euphorique de plaisir. Donc si les adultes ne s'y opposent pas, bien sûr. Aussi jeune à cet âge, il est clair que les bébés ne sont pas aptes à différencier le plaisir sexuel d'un plaisir sensuel ressenti, par exemple, lors des soins physiques qui leur sont apportés. Donc, quand on parle de soins physiques apportés, ça comprend le fait de nourrir le bébé au sein, au biberon, de changer sa couche, de lui faire prendre un bain, et ça peut engendrer une espèce de réponse sexuelle ou génitale selon la zone érogène qui est sollicitée. Quand je parle de zone érogène, on fait référence aux parties du corps qui sont particulièrement sensibles à la stimulation sexuelle. Donc, il y a des zones érogènes dites primaires, qui sont des régions du corps où les terminaisons nerveuses se concentrent en plus grand nombre, comme les organes génitaux, les fesses, l'anus, le périnée, au niveau des cuisses, les seins, le nombril, les aisselles, le cou, les oreilles et la bouche. Il y a des zones érogènes dites secondaires, qui sont des régions du corps qui sont sensibles du point de vue érotique dans un contexte sexuel particulier, plus souvent qu'autrement par conditionnement, comme le fait de se faire flatter le dos, de se faire flatter le ventre, etc. Not aware of were the methods he used to collect his data. And I looked at the graphs that he provided, 30, 31, 32, 33, 34 tables. And I said, wait a minute, that's a 2-month-old baby. How does he know a 2-month-old baby did or did not have an orgasm? And then table 34, a 4-year-old child. 26 orgasms in 24 hours? That's an around-the-clock experiment. Wow, that's torture. That's torture, you bet. He also actually employed bona fide pedophiles to do what they did to children for his so-called data.